Il est arrivé à l'école avec un violoncelle miteux, de vieilles baskets et un silence complet. Ils ne l'ont pas mis sur scène pour son talent. Ils l'ont mis sur scène pour l'humilier. Mais quand il a frappé les cordes avec son archet, l'auditorium entier s'est figé. Professeur, camarades de classe, même le directeur, personne ne s'attendait à entendre ça. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi d'où vous regardez. La peinture craquelée du cadre de la fenêtre s'écaillait sous la chaleur de l'été tandis qu'un unique rayon de soleil se glissait dans l'étroite cuisine d'un appartement du 3e étage dans les HLM du South End. Il atterrit sur le linoléum ébréché et traça son chemin jusqu'au garçon assis à table, le dos droit, ses doigts sombres soigneusement croisés sur ses genoux. Il s'appelait Jalen, 13 ans, des yeux trop solennels pour son âge. Sa silhouette dégingandée était vêtue d'un t-shirt bleu délavé et d'un jean effiloché, les semelles de ses baskets s'enroulant sur les bords. En face de lui, sa grand-mère remuait une casserole de gruau sur la cuisinière. L'arôme de beurre et de sel emplissait l'espace exigu, mais aucun d'eux ne parlait. Elle se déplaçait lentement avec le soin mesuré de quelqu'un qui savait comment étirer chaque once de force. Un foulard couvrait ses cheveux grisonnants, et les rides sur son visage témoignaient silencieusement d'années de choix difficiles et d'endurance tranquille. Sur la table à côté de Jalen reposait un étui de violoncelle cabossé, usé et doux sur les bords, comme une bible trop utilisée. Le loquet s'était cassé depuis longtemps, remplacé par un lacet noué en double nœud. Jalen était debout depuis avant l'aube, comme toujours. Les matins d'été étaient le seul moment où il pouvait s'entraîner sans interruption. Son immeuble était rempli de lève-tôt, de bébés qui pleuraient, de chiens qui aboyaient et de la sirène de police occasionnelle hurlant dans les rues, mais rien de tout cela n'interrompait sa concentration. Il jouait parfois dans le couloir, près du radiateur où l'acoustique était parfaite. D'autres fois, il jouait sur le toit, la ville s'étalant sous lui comme une chose vivante et gémissante. Le violoncelle n'avait pas toujours été le sien. Sa mère, professeure de musique avant sa maladie, l'avait sauvé d'une école d'art incendiée en centre-ville. Il était déjà endommagé à l'époque, son dos fissuré, des cordes manquantes. Mais elle l'avait réparé, peint le bois avec des mains soigneuses et l'avait placé sur les genoux de Jalen quand il avait 8 ans. « Il parlera pour toi », avait-elle dit, le tremblement dans sa voix à peine perceptible à l'époque, quand le monde n'écoutera pas tes mots. Ce violoncelle lui avait survécu. Il avait continué à jouer même après son départ, surtout après. Quand sa grand-mère pleurait la nuit derrière la porte de la chambre, il jouait de douces berceuses. Quand ses camarades de classe se moquaient de lui à l'école, il jouait jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Il ne lisait pas la musique comme les autres. Tout ce qu'il jouait, il l'apprenait à l'oreille ou le sentait dans ses os. Ce matin-là, une lettre était arrivée. Elle était pliée et froissée avec un sceau d'école en relief en haut. Riverview Academy, lisait-on, imprimé dans une police à empattement élégante avec trop d'espace entre les lignes, comme si les mots eux-mêmes méprisaient quiconque les lisait. Le nom de Jalen était là, juste en dessous, accepté avec une bourse complète. Sa grand-mère avait pleuré, pas des larmes douces et dignes, mais des sanglots, du genre qui venaient de quelque part au fond de la poitrine. Elle l'a serré dans ses bras, lui a embrassé le front et a dit « Ta maman aurait été si fière. » Mais Jalen ne se sentait pas fier. Il se sentait nerveux. Riverview Academy n'était pas le genre d'endroit pour les garçons comme lui. Il le savait avant même de le voir. Il avait entendu les chuchotements d'autres enfants du quartier à propos des portails dorés, des salles de classe avec chauffage au sol, des élèves qui portaient des uniformes sur mesure et transportaient des tablettes au lieu de livres. C'était un endroit où le pouvoir s'habillait de vieilles fortunes et de chaussures cirées, où les enfants venaient avec des noms de famille qui ouvraient des portes et des papas avec des cabinets d'avocats. Pourtant, il y est allé. Le premier jour d'école, Jalen s'est réveillé avant le soleil. Il a enfilé l'uniforme que lui avait envoyé le bureau des bourses, une taille trop grande, le tissu raide et inconnu. Il a plaqué ses cheveux en arrière, a emballé son déjeuner dans un sac en papier brun et a porté son étui de violoncelle à 2 mains. Sa grand-mère lui a de nouveau embrassé le front et lui a murmuré une prière à l'oreille. Puis il est monté seul dans le bus. Le trajet jusqu'à Riverview ressemblait à la traversée d'un autre monde. La ville s'estompait, remplacée par de larges rues, des pelouses bien entretenues et des maisons avec des portails plus hauts que les gens. Lorsque le bus s'est finalement arrêté devant l'école, Jalen a regardé par la fenêtre, incapable de bouger.
Le bâtiment était énorme, construit en vieille pierre, les fenêtres scintillant comme des yeux vigilants. Des piliers de marbre bordaient l'entrée principale. Les élèves affluaient de voitures élégantes et de voitures de ville, leurs chaussures brillantes, leurs cheveux parfaits. Il est descendu du bus et le poids de chaque regard sur le campus a semblé tomber directement sur ses épaules. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec dédain, et beaucoup ne prenaient la peine de cacher ni l'un ni l'autre. À l'intérieur, les couloirs étaient plus calmes qu'ils ne s'y attendaient. Les sols étaient si propres qu'ils reflétaient les plafonniers. Des peintures d'anciens directeurs bordaient les murs, tous blancs, tous fronçant les sourcils. Jalen marchait lentement, son étui de violoncelle cognant légèrement contre son genou à chaque pas. Il s'est arrêté devant une vitrine qui contenait des trophées et des photos d'anciennes classes de diplômés. Personne sur ces photos ne lui ressemblait. Il a trouvé sa classe et est entré juste au moment où la cloche sonnait. Un silence tomba sur la pièce. Les élèves se tournèrent pour le regarder, certains haussant les sourcils, d'autres ricanant à voix basse. Une fille au premier rang a chuchoté quelque chose à sa voisine qui a étouffé un rire. Jalin a gardé la tête baissée et a pris la seule place libre au fond. Non, demanda le professeur sans lever les yeux de sa feuille de présence. Jalin Thomas, dit-il. Elle fit une pause, nota quelque chose sur le papier et continua. Elle ne sourit pas. La journée s'est déroulée dans un flou de cours, de présentations et d'escaliers. Au déjeuner, il a mangé seul au bout du banc de la cour, déballant son sandwich au beurre de cacahuète pendant que des groupes autour de lui discutaient de voyages de ski et de tuteurs privés. Il a entendu son nom chuchoter une fois, 2 fois, puis une 3e fois, suivi de rires. À sa dernière période de la journée, théorie musicale, il rencontra Monsieur Shelby, grand, aux cheveux gris et impeccablement vêtu d'un gilet ajusté. Monsieur Shelby se tenait à l'avant de la classe comme un homme prononçant un sermon. Il parlait de Bach et de Tchaïkovski, de forme et de fonction, de l'élégance de la structure. Sa voix était claire et autoritaire, ses paroles imprégnées de condescendance. À la fin du cours, Monsieur Shelby demanda si quelqu'un dans la classe avait une expérience musicale antérieure. Quelques mains se levèrent. Violon, piano, flûte. Jalen hésita, mais leva aussi la main. Le regard de Shelby se posa sur lui avec une légère surprise. « Oui, monsieur Thomas. »« Je joue du violoncelle, » dit Jalen doucement. Le professeur sourit, pas gentiment, mais avec une étincelle de malice. « Merveilleux, » dit-il. « Alors nous vous entendrons à l'Assemblée la semaine prochaine. Vous ouvrirez notre vitrine d'automne. » La pièce éclata en murmures. « Mais je n'ai pas, » commença Jalen. Shelby fit un geste dédaigneux de la main. « Pas besoin d'être modeste. Je suis sûr que l'école appréciera votre perspective unique. » Jalen se rassit, abasourdi. Il ne s'était pas inscrit pour ça. Il n'avait même pas accepté. Et pourtant, c'était là, décidé, confirmé, final. La cloche sonna et les élèves se précipitèrent dehors, certains riant, d'autres secouant la tête. Un garçon, grand et large d'épaules, frôla Jalen et marmonna, « Ça va être bien. » Cette nuit-là, Jalen toucha à peine à son dîner. Sa grand-mère le remarqua, mais elle ne le pressa pas. Il s'assit près de la fenêtre après avoir lavé la vaisselle, son violoncelle sur ses genoux. Il ne joua pas. Il le regarda simplement, ses doigts reposant sur les cordes. Il n'était plus sûr que le monde écouterait un jour ce qu'il avait à dire. Mais quelque part au fond de sa poitrine, juste sous la douleur du doute, quelque chose vacilla. Pas de l'espoir, pas encore. Mais peut-être le premier souffle de défi. Le lendemain matin, la ville semblait plus grise que d'habitude. La pluie n'était pas encore venue, mais l'air était épais de sa promesse. Jalen accomplit les gestes du petit déjeuner en silence, enregistrant à peine le doux gospel fredonné à la radio ou le tintement de la cuillère de sa grand-mère contre le bord de sa tasse de thé. Le souvenir de l'annonce de Monsieur Shelby le hantait comme une ombre, trop têtu pour partir même au soleil. Il avait essayé pendant une brève seconde de se convaincre que ce n'était pas réel, que l'invitation à la vitrine avait été un malentendu ou un commentaire passager fait pour divertir la pièce. Mais dès qu'il entra dans l'aile de musique, les regards qu'il reçut des autres élèves confirmèrent ce qu'il savait déjà. Le piège avait été tendu, et il y était tombé droit dedans.
La vitrine était une tradition bien établie à Riverview Academy. Une assemblée officielle tenue chaque automne dans le grand auditorium où les élèves présentent leurs talents musicaux, théâtraux ou artistiques devant un public de professeurs, de parents, d'anciens élèves et de donateurs. Pour la plupart des élèves, c'était l'occasion d'impressionner le genre de personnes qui pouvaient changer des vies avec une signature ou un coup de téléphone. Pour Jelen, c'était une scène sur laquelle il n'avait jamais demandé à monter, avec des projecteurs braqués non pas pour honorer, mais pour exposer. Ce jour-là, pendant le cours de musique, Monsieur Shelby prit Jelen à part après que la cloche eut sonné. Les autres élèves sortirent, certains jetant des regards par-dessus leurs épaules, souriant avec anticipation. La pièce sentait le bois verni et le poli à cuivre. Ses étagères étaient garnies d'instruments impeccables, chacun en parfait état et valant probablement plus que tout l'appartement de Jalen. « J'ai réservé un violoncelle de l'école pour vous, dit Monsieur Shelby sans préambule, traversant la pièce jusqu'à une haute armoire de rangement. Vous l'utiliserez pour la vitrine. » Il sortit un élégant étui rigide noir et le posa soigneusement sur une table. Jelen s'approcha, hésitant. Quand l'étui fut ouvert, son souffle se coupa un instant. C'était un bel instrument. Le bois brillait sous les lumières, les cordes parfaitement alignées, mais quand il tendit la main et en pinça une, la hauteur était fausse, déformée. Une autre corde semblait lâche. Il passa doucement ses doigts sur le corps et le vit, une longue et mince fissure descendant le long du dos, à peine visible, mais indubitable pour quelqu'un qui savait regarder. Jalen jeta un coup d'œil à M. Shelby, dont l'expression restait indéchiffrable. Il a un peu servi, dit le professeur presque trop nonchalamment, mais je suis sûr que vous vous en sortirez. Il voulait demander un autre instrument, mais il pouvait déjà entendre les conséquences implicites. Ce n'était pas une suggestion. C'était un test enveloppé dans une insulte. Il hocha la tête doucement, prit le violoncelle et sortit de la pièce tandis que la voix de Monsieur Shelby flottait derrière lui. J'ai hâte de vous entendre répéter demain. Ce soir-là, Jalen s'assit à la table de la cuisine, le violoncelle cassé de l'école reposant à côté de lui, et le regarda fixement comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Son propre violoncelle, vieux et éclaté mais familier, était appuyé contre le mur dans le coin. Sa grand-mère remarqua l'expression de son visage et arrêta de hacher les oignons. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ?» demanda-t-elle doucement. Jalen hésita. Il ne voulait pas l'inquiéter. « Ce n'est pas le mien, dit-il finalement. Il ne sonne pas juste. Tu le joues comme tu joues le tien et il le fera, dit-elle, bien qu'elle ne comprenne manifestement pas le poids de ce qu'il portait. Il hocha la tête quand même et alla dans sa chambre, fermant la porte derrière lui. Cette nuit-là, il ne toucha pas le violoncelle de l'école. Au lieu de cela, il sortit le sien de son berceau de tissu doux, s'assit par terre et commença à jouer. Les notes vinrent lentement au début, rudes et incertaines, mais à mesure qu'il s'installait dans la musique, elles devinrent plus audacieuses. Il ne joua pas Bach ou Brahms ou aucune des pièces que Monsieur Shelby attendrait. Il joua quelque chose de lui, une mélodie qui n'avait pas de nom, construite à partir de la mémoire et du silence, et du faible battement de cœur de désir qui vivait dans sa poitrine. C'était une complainte et une protestation tout à la fois. Et quand il eut fini, la pièce semblait à la fois plus vide et plus pleine qu'avant. Les jours suivants se déroulèrent comme un conte à rebours silencieux. La nouvelle de sa performance s'était répandue au-delà du département de musique. À la cafétéria, des chuchotements le suivaient. « Il va se planter » dit quelqu'un trop fort. Un autre élève fit semblant de jouer d'un violoncelle invisible et pleura pour de faux. Même les professeurs commencèrent à le traiter différemment, certains avec une politesse forcée, d'autres avec un scepticisme à peine voilé. On ne lui assigna aucun local de répétition officiel. Les salles de musique étaient soudainement réservées ou en maintenance chaque fois qu'il essayait de s'inscrire. Faute d'autre option, il commença à s'entraîner dans un vieux local de maintenance près du gymnase, le seul endroit qui ne sentait pas l'eau de javel ou la moisissure. L'acoustique était terrible, mais c'était calme. Il s'entraînait dans le noir avec une seule ampoule au-dessus de lui, le violoncelle fêlé de l'école gémissant sous ses doigts comme s'il ne voulait pas être joué. Pourtant, il persista. Chaque soir, il rentrait chez lui épuisé, la tension de retenir sa frustration plus lourde que n'importe quel poids physique. Il commença à se réveiller au milieu de la nuit, les doigts tressaillants,
l'esprit rejouant la performance à venir comme un cauchemar en boucle. Sa grand-mère s'inquiéta, mais il souriait à ses questions. Juste le trac, disait-il, je vais bien. Il n'allait pas bien. Il sentait quelque chose se refermer sur lui. Pas seulement l'humiliation qui avait été planifiée, mais quelque chose de plus profond, quelque chose d'institutionnel. Il était positionné pièce par pièce dans un récit qu'il n'avait pas écrit. Il devait être la chute d'une blague privée, le conte moral sur pourquoi les garçons comme lui n'avaient pas leur place dans des endroits comme Riverview. Il ne s'agissait pas seulement de musique. Ça ne l'avait jamais été. 3 jours avant la vitrine, il prit une décision. Il ne jouerait pas le violoncelle de l'école. Il ne trébucherait pas à travers une performance conçue pour le briser. Au lieu de cela, il jouerait sa propre musique sur son propre instrument. Et il la jouerait non pas pour eux, mais pour sa mère, pour sa grand-mère, pour lui-même. Il resta éveillé tard dans la nuit, écrivant une nouvelle pièce dans sa tête. Pas de partition, pas de structure formelle, juste du sentiment. Ça commencerait doucement, comme la façon dont sa mère lui chantait des chansons quand il était bébé. Puis ça se construirait couche après couche jusqu'à devenir quelque chose de trop grand pour être ignoré. Ça raconterait son histoire sans mots, et il n'aurait d'autre choix que d'écouter. La nuit précédant la représentation, il astiqua son violoncelle jusqu'à ce qu'il luise. Il resserra les cordes, les accorda à l'oreille et testa chaque note jusqu'à ce qu'elle sonne juste. Puis il s'assit en tailleur sur le sol et joua la pièce entière du début à la fin 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que le tremblement de ses doigts disparaisse. Sa grand-mère regardait depuis le seuil de la porte, les larmes aux yeux. Elle ne dit rien jusqu'à ce qu'il ait fini. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. Jalen leva les yeux et pour la première fois depuis des jours, il hocha la tête avec certitude. « Oui, madame. » Il n'était pas prêt parce qu'il le voulait. Il était prêt parce qu'il le devait, parce que la dignité avait un son, et il s'assurerait qu'il l'entende. Le matin de la vitrine arriva, enveloppé de silence. La ville à l'extérieur retenait encore son souffle, le ciel pâle avec un soupçon de nuages qui ne promettait ni pluie ni lumière. Dans la faible lumière de la cuisine de l'appartement, Jalen était assis à table, les mains enroulées autour d'une tasse de thé tiède. Sa grand-mère s'était levée plus tôt que d'habitude, s'affairant avec la nervosité discrète de quelqu'un qui voulait se rendre utile, mais ne savait pas comment. Elle avait repassé sa chemise 2 fois, brossé des peluches imaginaires de son pantalon et posé son violoncelle à côté de la porte comme l'arme d'un soldat avant la bataille. Jalen n'avait pas beaucoup dormi. Il était resté éveillé à écouter la ville s'agiter, les klaxons au loin, quelqu'un qui criait au coin de la rue, le fracas des poubelles dans la ruelle. Mais son esprit était ailleurs. Dans les moments calmes avant l'aube, il avait joué la mélodie dans sa tête encore et encore, comme si par la seule répétition il pouvait chasser le doute. Maintenant, assis dans ses vêtements propres, le bois poli de son étui de violoncelle reflétant la douce lumière de la cuisine, il sentit un calme étrange s'installer sur lui. Pas la paix exactement, plutôt une résolution qui s'était durcie dans le feu des nuits blanches et des moqueries chuchotées. Le trajet jusqu'à Riverview Academy parut plus long que d'habitude. Les sièges du bus étaient raides sous lui. Les autres élèves étaient inhabituellement silencieux, comme s'ils se préparaient eux aussi à quelque chose. La plupart d'entre eux étaient excités. Leur performance avait été répétée sous la direction attentive de tuteurs privés et de parents encourageants. Ils portaient des chaussures de marque, transportaient des instruments dans des étuis en cuir impeccable et discutaient des recruteurs de conservatoire qui pourraient être dans le public. Jalan était assis seul à l'arrière, serrant son étui de violoncelle à 2 mains, son poids appuyant sur ses genoux comme un rappel de tout ce qu'il portait. Quand ils arrivèrent, l'école était déjà transformée. Des bannières blanches et dorées pendaient des arches en pierre et des chrysanthèmes en peau bordaient l'allée menant à l'auditorium. À l'intérieur, l'air bourdonnait du faible murmure d'excitation et de l'odeur du bois fraîchement poli. Les lumières de la scène avaient été testées, les microphones disposés, et des rangées de chaises attendaient d'être remplies par des parents en manteaux coûteux et des membres du conseil scolaire aux bras croisés. En coulisses, l'ambiance était lourde d'attente. Les élèves ajustaient leurs cravates et accordaient leurs instruments, leurs voix basses mais tendues. Jalen se tenait près du bord du rideau, fixant le piano à queue Steinway poli au centre de la scène.
Il brillait comme un autel, chaque centimètre carré impeccable et étranger. Son violoncelle paraissait petit à côté, humble. Il aperçut son reflet sur son côté laqué, nerveux, trop mince, trop déplacé, et détourna rapidement les yeux. Mademoiselle Gress, une jeune enseignante du département d'anglais, qu'il avait toujours traité avec gentillesse, s'approcha de lui avec un doux sourire. Elle posa doucement une main sur son épaule. « Tu vas y arriver » chuchota-t-elle. Sa voix était chaude, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Jalen hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Puis Monsieur Shelby apparut, un presse-papier à la main, sa voix résonnant au-dessus du brouhaha comme un coup de marteau. « À vos places tout le monde, nous commençons dans 5 minutes. » Il se tourna vers le rideau et le traversa pour monter sur scène. Le murmure du public se tut. Jalen pouvait le voir depuis les coulisses, debout sous les projecteurs dans son gilet impeccable et sa cravate argentée, son sourire large mais acéré. « Mesdames et messieurs, commença Shelby. Bienvenue à la vitrine d'automne annuelle de Riverview Academy. Ce soir, vous assisterez aux talents extraordinaires de notre corps étudiant, artistes, musiciens et interprètes dont le dévouement et l'excellence représentent le meilleur de ce que nous cultivons ici à Riverview. » Il y eut quelques applaudissements, polis et retenus. « Pour commencer notre programme, continua Shelby, son ton changeant très légèrement, nous avons quelque chose de non conventionnel. Un nouvel élève, récemment admis grâce à notre initiative de bourse d'études, nous honorera de son interprétation de la musique classique. » Des rires légers parcoururent le public. Juste quelques gloussements, mais assez pour que l'estomac de Jalen se noue. Shelby fit une pause théâtrale, puis dit « Veuillez accueillir Jalen Thomas. » Les applaudissements qui suivirent furent inégaux. Certains parents applaudirent poliment. D'autres semblaient confus. Une femme au premier rang leva à peine les mains de ses genoux. Jalen monta lentement sur scène, le poids de son violoncelle équilibré contre son flanc, les semelles de ses chaussures faisant le plus doux des bruits contre le plancher en bois. Les lumières l'aveuglèrent. Pendant un instant, il ne vit que des silhouettes vagues, des rangées de personnages en costume, des scintillements de bijoux en or, le reflet des téléphones avec appareil photo levé non pas pour honorer, mais pour documenter un échec. Il s'assit. La chaise grinça sous lui, mais il ne tressaillit pas. Il plaça le violoncelle entre ses genoux, ajusta la pique et positionna ses doigts. Ses mains tremblaient. Il ferma les yeux, puis il se souvint de la voix de sa mère, non pas en chanson, mais en avertissement, prononcée il y a longtemps. « Quand ils essaient de te faire sentir petit, mon fils, joue comme si tu étais la plus grande chose dans la pièce. » Il prit une inspiration, puis une autre. La première note était à peine audible, un murmure de son, comme les premiers mots d'une prière. Le public se pencha, ne sachant pas s'il avait même commencé. Puis vint la deuxième note, étirée, longue et stable. Un silence tomba sur l'auditorium. La mélodie émergea lentement, se construisant par le bas comme quelque chose rampant vers la surface après des années de silence. Ce n'était pas une pièce que quelqu'un avait déjà entendue. Elle n'avait pas de nom. Elle n'était écrite dans aucun livre, mais elle avait une forme, une tristesse et un but. Elle parlait de nuits tardives et de bâtiments oubliés, d'un chagrin trop profond pour les larmes, d'un espoir qui refusait de mourir. À mesure que la note enflait, la posture de Jalen changea. Il ne ressemblait plus à un garçon effrayé. Il bougeait avec conviction, les yeux fermés, le corps se balançant avec la musique. Ses doigts dansaient le long des cordes avec une fluidité qui semblait impossible pour quelqu'un sans formation formelle. Le violoncelle chantait, non pas joliment, mais sincèrement. Chaque phrase était délibérée, chaque pause lourde de sens. La salle retenait son souffle. Même les sceptiques commencèrent à bouger sur leurs sièges. Les téléphones furent baissés. Les chuchotements cessèrent. Certains membres du public se penchèrent en avant. Les sourcils froncés, les lèvres entrouvertes. Ils écoutaient, non pas un boursier ou une curiosité, mais un musicien. Derrière le rideau, plusieurs élèves et professeurs s'étaient rassemblés pour regarder. Mademoiselle Gress serra les mains contre sa poitrine. Le directeur, assis au premier rang à côté de Shelby, tourna légèrement la tête, comme soudainement incertain du récit qu'ils avaient préparé. La pièce de Jalen traversa plusieurs phases, le deuil, le défi, le désir et enfin la paix.
Lorsque la dernière note s'évanouit dans le silence, elle ne disparut pas rapidement. Elle resta en suspens dans l'air, un écho fantôme qui refusait de partir. Personne n'applaudit. Pas immédiatement. Le public resta figé, abasourdi par ce dont il venait d'être témoin. Puis, de l'extrême gauche du premier rang, une femme se leva. Elle avait la soixantaine, ses cheveux argentés tirés en chignon, et elle commença à applaudir lentement, délibérément, un applaudissement après l'autre. Puis une autre personne se joignit à elle. Puis deux de plus. Et puis, comme si quelque chose s'était brisé, l'auditorium entier se leva à l'unisson. Les applaudissements tonnèrent. Certaines personnes sifflaient, d'autres acclamaient. Quelques-uns avaient les larmes aux yeux. Jalland resta assis, le souffle court, les mains tremblant encore. Il regarda la foule et la trouva, sa grand-mère, assise dans le coin extrême droit, le dos droit, les yeux brillants, les mains jointes sur son cœur. Elle n'applaudit pas. Elle sourit simplement, fière et entière. Quand Jalland se leva, l'ovation s'intensifia encore. Il s'inclina une fois simplement et quitta la scène sans un mot. L'étui du violoncelle, qui attendait dans les coulisses, semblait plus léger maintenant, bien que rien dans cette journée n'ait été facile. En coulisses, quelques élèves s'écartèrent pour le laisser passer. Personne ne se moqua de lui. Certains détournèrent le regard, honteux. D'autres hochèrent faiblement la tête, les yeux écarquillés. Il trouva un coin tranquille et s'assit, plaçant le violoncelle à côté de lui. Son cœur battait toujours la chamade, mais la peur s'était consumée. À sa place, il y avait quelque chose de plus stable, pas le triomphe, pas le soulagement. C'était la dignité. Il n'avait pas joué pour leur approbation, pas pour leur validation, mais pour sa mère, pour lui-même, pour chaque note qu'il avait jamais tirée du bois et des cordes dans le noir, et cette fois, ils avaient écouté. Le week-end après la vitrine s'écoula comme une étrange marée silencieuse à travers Riverview Academy. Le campus lui-même resta inchangé. Les haies bien entretenues, les couloirs brillants, la brique rouge luisant sous le soleil vif d'automne. Mais quelque chose sous sa surface polie avait changé. Un courant vibrait invisiblement à travers les sols en marbre et les couloirs voûtés, chargeant chaque pas, chaque murmure de quelque chose de non dit mais indéniablement réel. Jalland remarqua immédiatement la différence. Le lundi matin, alors qu'il franchissait les portes principales, il n'y eut pas de huée, pas de regard narquois de la part des élèves qui passaient. Quelques-uns le regardèrent vraiment, puis détournèrent les yeux, presque coupables. D'autres offrirent les plus brefs hochements de tête, maladroits et inhabituels, comme s'ils ne savaient pas comment saluer quelqu'un qu'ils avaient autrefois méprisé. Mais ce ne fut que lorsqu'il entra dans la cafétéria qu'il comprit toute l'étendue de ce qui s'était passé. Les conversations se turent lorsqu'il passa. Quelques élèves donnèrent un coup de coude à leurs voisins et inclinèrent discrètement leur téléphone vers lui. Certains le regardaient ouvertement, non pas avec cruauté, mais avec curiosité. Et par-dessus tout, il y avait un nouveau genre de silence, celui qui ne vient pas du rejet, mais de l'admiration. Il pouvait le sentir ramper le long des bords de la pièce comme la lumière avant un orage. Il trouva sa table habituelle près des fenêtres et s'assit seul, son déjeuner intact. En quelques minutes, Mademoiselle Grace apparut, son expression indéchiffrable, et se glissa sur le siège en face de lui. Elle posa sa tablette sur la table et la tourna vers lui. La vidéo joua sans son. Elle était tremblante, filmée depuis le 3e rang de l'auditorium. L'angle ne captait qu'une partie de sa performance, l'archet se déplaçant sur les cordes, la lueur des lumières de la scène sur son visage, la courbe de son dos voûté. Mais c'était suffisant. Suffisant pour sentir le poids du silence qui avait tenu la pièce. Suffisant pour entendre la douleur dans chaque note. Suffisant pour voir ce que le public avait vu. Que quelque chose d'extraordinaire s'était produit sur cette scène. Sous la vidéo, il y avait un compteur de vues. 800 000. Les yeux de Jalland s'écarquillèrent. Son souffle se bloqua. Ça a commencé à se répandre cette nuit-là, dit doucement Mademoiselle Grace. Quelqu'un l'a posté sur son histoire et ça a juste pris feu. Quelques pages d'art l'ont repris, puis un blog de musique, puis le compte du conseil scolaire. C'est partout maintenant. Jalland cligna des yeux devant l'écran, essayant d'absorber ce que cela signifiait.
Il n'avait pas de médias sociaux. Il ne savait pas à quoi ressemblait le fait de devenir viral, mais il savait que c'était plus que de la simple attention. C'était un projecteur trop brillant pour s'en cacher. Mademoiselle Grace fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. Ceci est arrivé pour toi ce matin. J'ai pensé que tu devrais l'ouvrir avant que les autres ne le voient. Il la prit avec des doigts tremblants et déplia la seule feuille de papier à l'intérieur. L'entête de la lettre indiquait « Conservatoire de New York pour musiciens surdoués ». Les mots étaient courts et formels, mais le sens transperçait chaque ligne. Il voulait le rencontrer. Il voulait en entendre plus. Il leva les yeux. « Pourquoi moi ?» Mademoiselle Grace sourit, mais sa voix était sérieuse. « Parce que tu leur as fait ressentir quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir, et parce qu'ils reconnaissent la grandeur quand ils la voient. » Les jours suivants se déroulèrent dans un flou surréaliste. Des professeurs qui ne l'avaient jamais remarqué auparavant trouvèrent soudain des raisons de lui parler, commentant sa discipline, louant son talent brut, demandant s'il avait envisagé de postuler dans des écoles de musique d'élite. D'autres élèves rôdaient à proximité, attendant qu'il lève les yeux pour les remarquer. Certains posaient des questions, d'autres offraient des compliments superficiels, d'autres encore le fixaient simplement. Mais tout le monde n'était pas content. Monsieur Shelby restait étrangement absent. Il n'avait pas assisté au cours depuis la vitrine. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait pris un court congé pour se remettre du stress, mais personne ne le savait avec certitude. Quand il revint finalement, son attitude avait changé. Il était plus silencieux maintenant, son sarcasme émoussé, ses commentaires secs. Il ne fit aucune mention de la performance, aucune reconnaissance de la vidéo virale, mais ses yeux, vifs et calculateurs, observaient Jalen avec un nouveau type d'intensité. Ce n'était pas de l'admiration. C'était quelque chose de plus froid. Jalen le sentit même si son monde commençait à s'étendre. Les invitations commencèrent à arriver. D'abord une ou deux, puis plus. Des écoles de musique privées se renseignèrent sur sa formation. Des organisations communautaires lui demandèrent s'il se produirait lors d'événements pour jeunes. Une organisation à but non lucratif pour les programmes artistiques des quartiers défavorisés proposa de parrainer des cours particuliers. Mais malgré tout cela, Jalen resta prudent. Il s'entraînait toujours tous les soirs dans le petit placard près du gymnase, celui avec la lumière vacillante et la serpillière poussiéreuse dans le coin. C'était le seul espace en qui il avait confiance. Les salles de musique restaient inaccessibles, son nom mystérieusement retiré des listes de répétition, ses demandes marquées comme en attente. Quand il demanda à la secrétaire, elle haussa les épaules. « Ça doit être une erreur, dit-elle, les yeux retournant vers son ordinateur. Son propre violoncelle avait recommencé à montrer des signes d'usure. Le bois séchait avec le changement de temps et les cordes devaient être remplacées. Il en parla discrètement à l'un des membres du personnel subalterne du département de musique, mais rien n'en résulta. Et puis vint le sabotage. Ça a commencé petit. Ses notes de pratique disparurent de son casier un après-midi. Quelques pages de son carnet de croquis, où il griffonnait des compositions, furent déchirées et fourrées dans une poubelle des toilettes. Puis la corde du violoncelle cassa en pleine pratique sans avertissement. Il savait qu'elle n'avait pas cassé sous la pression. Il l'avait vérifié ce matin-là. Quelqu'un l'avait trafiqué. Il ne le dit à personne. Pas parce qu'il n'était pas en colère. Il l'était. Pas parce qu'il n'était pas blessé. Il l'était. Mais parce qu'il avait appris douloureusement et tôt que les plaintes pouvaient être déformées, que les victimes pouvaient être dépeintes comme des fauteurs de troubles, que parfois la seule arme qui valait la peine d'être maniée était le silence aiguisé par la constance. Il continuait à se présenter, continuait à s'entraîner, continuait à hocher poliment la tête au professeur qu'il avait autrefois ignoré, continuait à sourire faiblement aux camarades de classe qui prétendaient maintenant l'avoir toujours vu. Il se disait que la musique suffisait. À la maison, sa grand-mère l'observait de plus près. Elle ne posait pas beaucoup de questions, mais elle cuisinait plus que d'habitude, lui posant des assiettes devant lui avec l'insistance silencieuse de quelqu'un qui n'avait d'autre armure à offrir que l'attention. Parfois, quand elle pensait qu'il ne regardait pas, elle s'asseyait près de la porte pendant qu'il s'entraînait, les mains jointes sur ses genoux, écoutant. Le jeudi soir, alors qu'il finissait de jouer la dernière note d'une nouvelle pièce,
une mélodie calme et hésitante qui semblait résonner même après qu'il eut levé l'archet, elle entra dans la pièce. « Tu es plus silencieux, dit-elle. Plus silencieux que d'habitude. » Jalen haussa les épaules. Juste fatiguée. Elle ne le crut pas, mais elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle s'assit à côté de lui, ses genoux craquant doucement alors qu'elle s'abaissait sur le sol. « Quand ta maman avait ton âge, dit-elle, elle rentrait de l'école de musique en pleurant. Pas tous les jours, mais assez souvent. Son professeur lui avait dit qu'elle n'était pas faite pour la scène. Que personne ne voulait entendre les chansons d'une fille noire avec des callosités aux mains. » Jalen la regarda, surpris. Elle parlait rarement des années d'école de sa mère. « Tu sais ce qu'elle a fait ?» continua sa grand-mère. « Elle a écrit sa propre chanson, l'a jouée tous les jours. L'a jouée jusqu'à ce que ce professeur s'assoie au fond de la classe et pleure. » Jalen déglutit difficilement. « Je ne savais pas ça. Il y a une raison pour laquelle ton violoncelle chante encore, dit-elle en posant une main sur son épaule. Il se souvient. » Il ne répondit pas, mais la chaleur de sa main resta avec lui longtemps après qu'elle eut quitté la pièce. Le lendemain, alors qu'il parcourait les couloirs de Riverview, les chuchotements revinrent, mais ils étaient différents maintenant. Pas cruels, pas moqueurs, juste incertains, curieux, et derrière certains d'entre eux, rancuniers, parce que maintenant Jalen était une menace. Pas seulement un moment, pas une nouveauté, mais une présence. Et pour certains, c'était inacceptable. À la fin de la semaine, une rumeur avait commencé à se répandre. La performance de Jalen avait été un coup de chance. Qu'il n'avait attiré l'attention que parce que le public avait eu pitié de lui, que quelqu'un d'autre l'avait aidé à composer la pièce, que ce n'était peut-être même pas sa musique. Il l'entendait par bribes dans les escaliers, entre les casiers, chuchoter par-dessus les manuels scolaires. Il ne dit rien. Au lieu de cela, il entra dans le local de maintenance cette nuit-là, s'assit avec son violoncelle et se remit à jouer. Pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour combattre des ombres, mais parce qu'en fin de compte, la seule vérité qu'il avait jamais eu besoin de dire vivait entre les notes, et il continuerait à jouer, même si le monde essayait de réduire au silence chaque corde. Il avait plu la nuit précédente, et au matin, le monde extérieur à Riverview Academy était scintillant et brut. Des feuilles humides collaient au trottoir. L'air avait d'un goût de terre mouillée, et un léger frisson portait l'odeur de la fumée de bois et du givre. À l'intérieur de l'école, les couloirs bourdonnaient d'une immobilité particulière, née non pas du calme, mais de l'attente. Quelque chose de non dit se construisait sous la surface, une tension qui pesait sur les épaules et se transmettait par des regards de côté. Jalen se déplaçait dans les couloirs comme une ombre, silencieux, observateur, son étui de violoncelle en bandoulière et ses pas légers. Il s'était habitué au regard maintenant, aux commentaires marmonnés et aux sourires méfiants qui n'atteignaient jamais les yeux. Il avait appris à ignorer les chuchotements et les rumeurs. Comment sa performance avait été un coup de chance, comment quelqu'un d'autre avait écrit la pièce, comment il n'avait pas sa place. C'était du bruit, de l'électricité statique, qu'il filtrait de la même manière qu'il filtrait le trafic urbain devant la fenêtre de sa chambre la nuit. Mais il y avait des jours où le silence devenait lourd, où les petites coupures de cruauté s'accumulaient jusqu'à ce qu'elles palpitent sous sa peau. Les petits sabotages, les partitions disparues, les cordes cassées, les salles de répétition verrouillées n'avaient pas cessé. Ils étaient seulement devenus plus subtils, plus ciblés. Et derrière tout cela, bien qu'il ne l'ait jamais vu de ses propres yeux, il sentait la main de Monsieur Shelby à l'œuvre. Le professeur avait repris ses habitudes, mais pas son ancienne arrogance. Son ton était sec maintenant, poli de la manière dont un serpent est poli avant de frapper. Chaque regard qu'il jetait vers Jalen semblait mesuré, comme s'il calculait une dette impayée. Puis vint l'annonce. Elle fut faite lors de l'assemblée du lundi matin dans le grand hall. Le directeur monta sur scène, les mains jointes devant lui, la voix douce et exercée. La semaine annuelle des arts de Riverview, dit-il, commencerait dans 2 semaines. Une tradition bien aimée, une pierre angulaire de l'engagement de l'école envers l'excellence créative. Les meilleurs élèves des départements de musique, d'art visuel et de théâtre seraient sélectionnés pour présenter leur travail devant des donateurs invités, des recruteurs universitaires et des représentants de fondations artistiques nationales. L'annonce fut accueillie par des applaudissements enthousiastes, des murmures d'excitation et des acclamations éparses.
Pour la plupart des élèves, c'était l'événement de l'année, une chance de briller, d'impressionner, de s'élever. Pour Jelen, c'était un autre type de test. Il ne s'attendait pas à être choisi, mais il espérait. Il espérait parce qu'il l'avait mérité, non pas par héritage ou privilège, mais avec tout ce qu'il avait d'autre, le temps, le talent, l'âme. Il s'était prouvé sur cette scène, non pas pour la reconnaissance, mais pour la vérité. Sûrement, pensait-il, ils ne pouvaient pas l'ignorer maintenant, mais ils l'ont fait. Lorsque les listes de participants furent affichées sur le tableau en verre du hall principal la semaine suivante, les élèves se rassemblèrent autour comme des pèlerins s'approchant d'un sanctuaire. Jalen arriva en retard. Il attendit au fond de la foule, écoutant le bavardage, regardant les noms être lus à haute voix avec excitation et surprise. Il ne se précipita pas. Il attendit que le groupe s'éclaircisse jusqu'à ce qu'il n'en reste que quelques-uns. Puis il s'avança. Il chercha une fois, puis une autre, puis une troisième fois plus lentement. Son nom n'y était pas. Pas sous musique, pas sous composition originale, pas sous aucune catégorie. C'était comme s'il n'existait pas. Il fixa longtemps le tableau, son reflet faible dans la vitre, la liste des noms planant comme un fantôme sur son visage. Il n'y avait aucune explication, aucun astérisque, aucune note sur une surveillance administrative, juste une absence. Un effroi s'installa dans sa poitrine, pas de fureur, pas d'incrédulité, juste une sorte de douleur lasse, le genre qui vient d'avoir espéré quelque chose de mieux et d'en être puni. Derrière lui, une voix brisa le silence. Ce n'est pas juste, et nous n'allons pas laisser faire. Il se tourna. Mademoiselle Grace se tenait là, les bras croisés, la mâchoire serrée. Elle ne souriait pas. Ses yeux brûlaient d'une ardeur féroce et silencieuse. « J'ai parlé au conseil, dit-elle. Il n'y a aucune justification. Ils savent ce que tu as fait sur cette scène. Ils savent de quoi tu es capable, mais certaines personnes veulent toujours te faire disparaître. » Jalen ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. « Pas cette fois, dit-elle. Nous allons créer notre propre scène. » L'idée prit forme comme quelque chose chuchoté en secret. Elle commença avec quelques professeurs, Mademoiselle Grace, M. Rios d'histoire, et Mademoiselle Donnelly de théâtre, qui avaient observé le sabotage en silence pendant trop longtemps. Ils commencèrent à parler dans les coins, à griffonner des notes dans les marges des plans de cours, à se déplacer dans les couloirs avec un nouveau sens du but. Et à mesure qu'ils se déplaçaient, ils rassemblaient d'autres personnes. Des élèves qui s'étaient toujours sentis invisibles. Des artistes dont le travail ne cadrait pas avec les cases académiques bien nettes. Des musiciens qui avaient été négligés parce qu'ils ne jouaient pas les bons instruments ou n'écrivaient pas le bon type de musique. Un par un, ils commencèrent à se joindre. Pas bruyamment, pas rebelles, tranquillement, sérieusement, comme une respiration. Ils l'appelèrent le vrai Riverview. Le plan était simple. Le même soir que la représentation de gala officielle, un événement de formalité rigide et de talents sélectionnés, ils organiseraient un concert alternatif dans la cour arrière, un endroit longtemps négligé par l'école. Ce serait brut, imparfait, non filtré. Ce serait ouvert à tous ceux à qui on avait déjà dit qu'ils n'étaient pas assez. Ils commencèrent à rassembler secrètement du matériel, de vieilles lumières de scène empruntées au département de théâtre, des chaises pliantes de la salle à manger, un microphone qui crépitait mais fonctionnait, un piano droit donné à l'école des années auparavant et oublié dans une salle de stockage sous le gymnase. Ils le trouvèrent sous une bâche, le dépoussiérèrent et l'accordèrent à la main. Jalen regardait tout cela se dérouler avec une sorte d'espoir prudent. Il ne dirigeait pas. Il ne parlait pas souvent, mais il jouait. Chaque jour après l'école, il retournait dans le placard où il s'entraînait et se consacrait à la nouvelle pièce qu'il écrivait, une composition née non pas de l'amertume, mais de la clarté. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas douce non plus. Elle était honnête. Il l'appela « Marche des Invisibles ». Et en elle vivait chaque occasion manquée, chaque acte silencieux de résilience, chaque souffle qu'il avait pris au mépris de ceux qui attendaient le silence. Il ne le dit pas tout de suite à sa grand-mère. Pas avant la veille du concert, quand il rentra à la maison et la trouva en train de raccommoder un fil lâche dans la manche de sa chemise. « Demain, c'est le concert, dit-il doucement. » Elle leva les yeux. « Le vrai ?» Il sourit.
Le vrai. Elle hocha la tête. C'était tout. Puis elle tapota le siège à côté d'elle, et il s'assit, laissant le son de sa respiration calmer la sienne. Le lendemain se déroula dans une étrange brume. Le bâtiment principal s'affairait aux préparatifs de la vitrine officielle. Des parents arrivant en voiture noire, des arrangements floraux placés dans les entrées en marbre, des professeurs se précipitant pour les répétitions de dernière minute. Mais dans la cour arrière, derrière les rangées de haies et hors de portée des lumières de la scène, quelque chose d'autre prenait forme. Les chaises pliantes étaient installées. Le piano avait été roulé en place. Les lumières vacillaient mais tenaient bon. Quelqu'un avait suspendu des guirlandes lumineuses entre les arbres, et leur douce lueur transformait l'espace en quelque chose de magique. Les élèves arrivaient par vagues, certains en uniforme complet, d'autres en jeans et vestes, tous transportant des instruments, des scénarios, des peintures. Ce n'était pas poli. Ce n'était pas répété, mais c'était réel. Et juste avant le coucher du soleil, Jelen arriva. Il portait la même chemise qu'il avait portée la nuit de la vitrine originale, propre mais simple. Ses chaussures étaient éraflées. Un violoncelle était attaché à son dos. Il monta sur la petite plateforme en bois et regarda la foule. Elle n'était pas grande. 50 personnes, peut-être plus. Quelques professeurs, quelques parents, des élèves à qui il n'avait jamais parlé. Mademoiselle Grace se tenait au bord de la scène, les bras croisés, le visage calme. Monsieur Rios ajustait les lumières. Mademoiselle Donnelly distribuait des tasses de thé. Il s'assit. Le violoncelle grinça sous lui. Le vent agitait les feuilles et pendant un instant, le monde s'immobilisa. Puis il commença à jouer. Les notes d'ouverture de « Marche des Invisibles » tombèrent comme des gouttes de pluie, délicates, délibérées, précises. La mélodie montait et tournait, se faufilant à travers des accords de tension et de résolution. Elle ne criait pas. Elle ne suppliait pas. Elle disait la vérité. Et pendant qu'il jouait, la cour changea. Les gens se penchèrent en avant. Certains fermèrent les yeux. Une fille au deuxième rang se mit à pleurer. Même le vent sembla s'immobiliser. Et au loin, derrière les hautes fenêtres de l'auditorium, la musique s'infiltrait par les fissures. Certains élèves s'interrompirent en pleine performance. Certains tournèrent la tête. Dans les ombres lointaines, M. Shelby se tenait rigide, regardant derrière un rideau. Son visage était pâle, son poing serré parce qu'il savait que le vrai concert n'avait pas lieu sur la scène polie avec des lustres et des applaudissements soigneusement orchestrés. C'était ici, dans la cour arrière, sur du bois qui craquait sous les étoiles, et personne ne pouvait l'arrêter. La cour n'avait jamais connu une nuit pareille. Elle avait toujours été la partie oubliée de Riverview Academy, un endroit utilisé pour les livraisons de stockage et les exercices d'incendie d'urgence. Ses dalles de pierre étaient ébréchées. L'herbe entre elles était laissée à pousser à l'état sauvage et de manière inégale. C'est là que les élèves allaient pour voler un moment de solitude, pour pleurer sans être vus, pour appeler chez eux d'un coin où personne ne pouvait les entendre. Personne n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait devenir une scène. Mais cette nuit-là, sous un ciel si clair qu'il semblait avoir été nettoyé à grande eau, la cour pulsait de quelque chose de sacré. À 18h précises, alors que le dernier orange du coucher de soleil glissait derrière la ligne du toit, le concert commença. Jalen se tenait au bord de la plateforme. Il ne l'appellerait pas une scène et regarda les visages rassemblés. Il n'y avait pas de rideau de velours, pas de sièges assignés, pas de projecteurs. Le seul éclairage provenait des guirlandes lumineuses suspendues entre les branches squelettiques des arbres nus et du faible scintillement des lanternes à piles placées au pied de chaque chaise. Il n'y avait pas d'ouvreur, pas de programme, pas de fanfare. Il n'y avait que de la musique qui attendait d'être jouée. Il n'avait pas parlé depuis son arrivée. Il n'avait salué personne. Non pas parce qu'il avait peur ou parce qu'il voulait rester mystérieux, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Tout ce qu'il avait besoin d'exprimer vivait dans la mélodie qui bouillonnait dans sa poitrine depuis des semaines, suppliant d'être libéré. Tout ce qu'il avait à faire maintenant, c'était de la laisser sortir. Il ajusta le violoncelle contre ses genoux, resserra l'archet avec des doigts fermes et ferma les yeux. Les notes d'ouverture étaient à peine audibles, délicates comme un souffle. La cour se pencha,
même l'air nocturne s'immobilisa alors que les premières mesures de « marche des invisibles » prenaient forme, s'épanouissant lentement en son. Il l'avait composée sans structure en tête, seulement de l'émotion. Elle n'avait pas de paroles, mais elle en disait long. Dans chaque coup d'archet, il y avait des années de silence. Dans chaque changement de ton, chaque gonflement et chaque creux, il y avait des couloirs parcourus seuls, des noms chuchotés derrière des mains, des portes qui s'étaient fermées avant même qu'ils ne les atteignent. La musique grimpait comme une histoire, pas forte, mais implacable. Elle prenait de l'ampleur en montant, superposant des rythmes qui imitaient le battement régulier d'un cœur qui refuse de s'arrêter même lorsqu'il est fatigué. Ses doigts bougeaient avec précision, non pas comme un artiste plaisant à une foule, mais comme quelqu'un délivrant un message qui ne pouvait plus attendre un instant de plus, et les gens écoutaient. Au premier rang, Mademoiselle Grace était assise immobile, son visage indéchiffrable, ses mains jointes fermement sur ses genoux. À côté d'elle, Monsieur Rios regardait fixement devant lui, les yeux vitreux. Des élèves qui n'avaient jamais parlé à Jalène auparavant se penchaient en avant sur leur siège, transis. Des parents qui étaient venus simplement pour faire plaisir à leurs enfants se retrouvèrent à agripper les bords de leurs chaises. La pièce n'était pas parfaite. Une note sonna faux vers le milieu. Son poignet trembla une fois lorsqu'il atteignit la section finale. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était la vérité. La musique ne mendiait pas la pitié. Elle ne criait pas en signe de protestation. Elle existait simplement. Et ce faisant, elle brisa quelque chose. Lorsque la dernière note plana dans l'air, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats. Personne ne bougea. Personne ne respira. Le silence était complet, respectueux. C'était le genre de silence qui venait après quelque chose de sacré. Puis, du coin le plus éloigné de la cour, quelqu'un applaudit. Une fois, puis une autre, puis un autre se joignit, et un autre, et soudain le petit concert improvisé explosa en sons, non pas de musique, mais de joie. Des applaudissements, réels et sauvages, parcoururent la foule comme une tempête s'abattant sur un champ aride. Jalène resta assis, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme lent et régulier. Il ne s'inclina pas. Il ne sourit pas. Il les regarda simplement tous, la lueur des lanternes se reflétant dans ses yeux, et s'autorisa enfin une respiration. Il l'avait entendu. Mais la nuit était loin d'être terminée. Alors que le concert se poursuivait, l'un après l'autre, des élèves montèrent sur scène, des poètes aux voix tremblantes et provocantes, des danseurs qui se produisaient pieds nus, des peintres qui brandissaient leur toile en l'air et serraient la main. C'était une cascade de voix longtemps réduite au silence, qui déferlait maintenant tout en même temps. La cour devint plus qu'un lieu de spectacle. Elle devint un règlement de compte, et au-delà des haies, à l'intérieur de l'auditorium glement au cœur de Riverview, le gala officiel continuait. Là, sous les lustres et les suites orchestrales, les performances impeccables se déroulaient exactement comme prévu, chaque note à temps, chaque costume immaculé. Mais quelque chose n'allait pas. Le public le sentit. Il y avait des élèves absents, une agitation parmi les plus jeunes artistes, une tension dans l'air, puis quelqu'un ouvrit les portes latérales. Au début, ce ne fut qu'un filet, un parent qui avait entendu des rumeurs sur le vrai concert, un élève qui s'était faufilé entre deux actes. Puis d'autres vinrent, attirés non par la rébellion, mais par quelque chose de magnétique. Les sons d'une musique imparfaite et vivante, de voix non filtrées, de quelque chose de réel. Bientôt, les rangées du fond de l'auditorium se vidèrent. Même les professeurs commencèrent à s'éclipser, marmonnant des excuses à propos de l'air frais. Personne n'essaya de les arrêter. Personne n'eut à le faire. Ils n'abandonnaient pas le gala. Ils couraient vers la vérité. Parmi ceux qui restèrent se trouvait Monsieur Shelby. Il se tenait dans les coulisses, les bras croisés, la mâchoire serrée. Ses yeux étaient fixés sur la cour illuminée au loin. De son point de vue, il pouvait voir le sommet des têtes de la foule, le balancement des ombres dansant sous les arbres, le flou d'un archet de violoncelle fendant l'air. Il avait passé des années à construire un système où seul le bon type d'excellence était récompensé, contrôlé, cultivé, correct. Ce qu'il voyait maintenant, c'était le chaos, indiscipliné, non édité, incontrôlable, et cela le terrifiait. Il ne fit aucun mouvement pour suivre. Il resta immobile comme une pierre pendant que la salle se vidait.
Au moment où le dernier acte du concert officiel monta sur scène, moins d'un tiers des sièges étaient occupés. Dans la cour, il n'y avait plus de place debout. Lorsque le dernier artiste s'inclina et recula dans la foule, Mademoiselle Grace monta sur scène. Elle ne dit rien au début. Puis, élevant la voix juste assez pour être entendue par-dessus le vent, elle remercia tout le monde d'être venu. Pas seulement au concert, mais à quelque chose de plus important, les uns aux autres. Nous ne sommes pas ici parce que quelqu'un nous a invités, dit-elle. Nous sommes ici parce que nous méritons d'être entendus. La foule éclata de nouveau. Jalen se tenait au bord du rassemblement, l'étui du violoncelle de nouveau attaché à son dos, ses doigts encore endoloris par la performance. Il parla peu à qui que ce soit. Quelques élèves s'approchèrent de lui, certains pour le féliciter, d'autres simplement pour se tenir à ses côtés en silence solidaire. Il les reçut tous avec calme. De la gratitude, oui, mais pas besoin de célébration, car il ne s'était jamais agi de gagner. Alors que la cour commençait à se vider, il se retrouva à marcher à côté de Mademoiselle Grace, qui portait une pile de chaises pliantes dans ses bras et fredonnait doucement. « Ils parleront de cette nuit, dit-elle. » Jalen la regarda. « Pensez-vous que cela changera quelque chose ?» Elle fit une pause, puis esquissa un petit sourire fatigué. Le changement ne vient pas toujours sous forme de tempête. Parfois, c'est une note tenue juste assez longtemps pour que quelqu'un réalise qu'elle signifie quelque chose. Ils marchèrent en silence après cela. De l'autre côté du campus, le concert officiel était terminé. Le directeur se tenait au podium, remerciant les donateurs et serrant des mains, son sourire crispé. L'auditorium était à moitié vide. La presse était partie tôt, et dans les ombres derrière le théâtre, Monsieur Shelby se tenait seul, regardant Jalen disparaître dans l'obscurité. Il avait essayé de contrôler l'histoire. Il avait essayé d'en effacer Jalen. Mais maintenant, l'histoire appartenait à quelqu'un d'autre, et peu importe à quel point l'école essayait de chanter ses chansons répétées, le monde se souviendrait toujours de la nuit où elle s'était tue. Le lundi suivant, le concert ne ressembla à aucun autre matin de la mémoire récente de Riverview Academy. L'air était encore vif avec la fraîcheur de la fin de l'automne. Mais autre chose flottait dans les couloirs. Une conscience tacite qu'un seuil avait été franchi. Les murs de la tradition qui avaient autrefois semblé impénétrables paraissaient maintenant fragiles. Et partout, les élèves marchaient avec un sens accru de vigilance, comme s'ils étaient conscients de vivre dans la pause entre une secousse et un effondrement. Jalen arriva à l'école de la même manière qu'il l'avait toujours fait, silencieux et matinal, son violoncelle solidement attaché dans son dos. Mais cette fois, il n'était pas invisible. Au moment où il franchit les portes, les regards le suivirent. Pas avec moquerie, pas avec pitié, mais avec un nouveau type de respect hésitant. Ce n'était pas la fanfare. Personne n'applaudit. Personne ne lui ouvrit les bras. Mais il le voyait maintenant. Il s'écartait de son chemin, non par peur, mais par reconnaissance. Dans les salles de classe, les conversations changèrent. Dans les couloirs, les chuchotements cédèrent la place aux questions. Les élèves qui avaient autrefois ri dans son dos baissaient maintenant la voix lorsqu'il passait. Certains le saluaient avec des sourires prudents, comme s'ils craignaient que leur comportement passé ne flotte encore dans l'air. D'autres hochaient simplement la tête, comme s'ils reconnaissaient non seulement une performance, mais une vérité qu'ils ne pouvaient plus nier. L'administration, en revanche, ne dit rien. Le directeur ne fit aucune déclaration, ne mentionna pas le concert non officiel. Le bulletin d'information officiel de l'école publia un résumé élogieux de la vitrine sanctionnée, nommant les élèves qui avaient ébloui par leur précision et leur prestance. Mais le nom de Jalen était absent. De même que les noms des dizaines d'élèves et de professeurs qui avaient participé au concert de la cour, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Mais il avait eu lieu, et le silence ne faisait que le rendre plus bruyant. En quelques jours, des murmures parvinrent au conseil scolaire. Certains parents, émus par ce dont ils avaient été témoins dans la cour, commencèrent à réclamer une reconnaissance, non seulement pour Jalen, mais pour tous les élèves qui avaient été exclus. Quelques-uns écrivirent des lettres, d'autres exigèrent des réunions. Des photos commencèrent à circuler en ligne montrant la cour remplie de lanternes et d'élèves blottis autour d'une scène branlante. Un parent posta une vidéo avec la légende « C'était le vrai Riverview ».
L'administration se dépêcha de répondre. Mais ils étaient trop tard. Un feu avait été allumé, et il brûlait avec une certitude lente et délibérée. Monsieur Shelby, quant à lui, se déplaçait dans l'école comme un homme se noyant en eau peu profonde. Il essayait de maintenir ses routines, des cours dispensés avec un calme forcé, des corrections prononcées d'un ton sec, mais le poids du changement d'atmosphère pesait sur lui. Son autorité, autrefois incontestée, semblait maintenant creuse. Les élèves ne riaient plus de son sarcasme. Certains contestaient ouvertement ses remarques, d'autres l'ignoraient tout simplement. Il essaya de reprendre le contrôle du récit. Il convoqua une réunion privée avec le directeur. Il présenta des documents, des citations du manuel, des grilles d'évaluation des performances, des listes d'instruments et de styles approuvés. Il argua que le concert de la cour avait violé le protocole de l'école, que ceux qui y avaient participé devaient faire l'objet de mesures disciplinaires. Mais le directeur, méfiant et assiégé, hésita. Le conseil surveillait déjà. La presse avait eu vent de l'histoire, et la dernière chose que quiconque voulait maintenant, c'était un scandale. Pourtant, un plan fut mis en œuvre. Ce jeudi-là, un courriel fut envoyé à plusieurs élèves et professeurs. Une convocation à comparaître devant le comité de discipline de l'école. Les accusations étaient vagues: utilisation non autorisée des biens de l'école, perturbation des événements du campus, violation des directives de performance. Parmi les personnes nommées figuraient Jalen, Mademoiselle Grace, Monsieur Rios et 8 autres élèves qui avaient joué ou aidé au concert de la cour. Le message se voulait discret, mais à l'heure du déjeuner, il était partout. Les élèves nommés dans la convocation se réunirent à la bibliothèque après l'école. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Ils savaient tout ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement de règles. Il s'agissait de contrôle. Le concert avait embarrassé l'administration. Et maintenant, quelqu'un voulait faire un exemple. Cette nuit-là, Mademoiselle Grace rédigea une lettre. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas émotive. Elle était claire, directe et inflexible. Elle décrivait les événements qui avaient précédé le concert de la cour, l'exclusion de la semaine des arts, le sabotage, le rejet systémique du talent de certains élèves. Elle contestait la légitimité des mesures disciplinaires et exigeait la transparence. Puis elle la partagea avec les autres et ils signèrent tous. Le lendemain matin, des copies de la lettre apparurent sur la porte de chaque salle de classe. À midi, des parents la transmettaient aux membres du conseil scolaire. Le soir, une version numérisée avait fait son chemin vers un blog national sur l'éducation. Le vendredi, le directeur convoqua une assemblée d'urgence. L'auditorium était bondé, mais l'air était tendu. Les élèves étaient assis les bras croisés. Les professeurs regardaient avec des expressions prudentes. Lorsque le directeur monta sur scène, il parut plus pâle que d'habitude, sa voix moins assurée. Il commença par un discours sur la tradition, sur la discipline, sur le maintien des valeurs de Riverview Academy. Il parla d'ordre, de décorum. Mais lorsqu'il tenta d'expliquer le but des procédures disciplinaires, la salle changea. Un élève du 3e rang se leva, puis un autre, puis un professeur, et soudain la moitié de la salle était debout, silencieuse, mais inflexible. Ils ne criaient pas. Ils ne scandaient pas. Ils se tenaient simplement comme des arbres refusant de plier sous le vent. Le directeur vacilla. Ses mots s'évanouirent. Puis, du fond de la salle, quelqu'un s'avança vers l'avant. Jalin. Il ne demanda pas la permission. Il n'attendit pas de micro. Il monta sur scène et se tourna vers le public. Le violoncelle n'était pas avec lui. Il n'apporta aucun script. Il se tint juste là. Je n'ai pas demandé à être invité, dit-il, la voix ferme. Je voulais seulement jouer. La salle retint son souffle. Je n'ai pas demandé d'attention. Je ne voulais pas d'éloge. Mais quand on m'a dit que je n'avais pas ma place, quand mon nom a été omis de cette liste, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que les personnes qui écrivaient ces listes ne me connaissaient pas et qu'elles ne s'en souciaient pas. Un murmure parcourut la foule. Alors j'ai joué quand même, continua Jelen. Et pas seulement pour moi. Pour tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles.
Pour tous ceux à qui on a déjà dit qu'ils n'avaient pas le bon type de talent, le bon type d'élève, le bon type de personne. Il fit une pause, puis ajouta, « Vous n'avez pas le droit d'effacer ça. » Silence à nouveau. Pas gênant, pas incertain. Puissant. Le conseil répondit en quelques jours. Une enquête indépendante fut lancée. Des élèves et des professeurs furent interrogés. Des preuves furent examinées. Des courriels firent surface. Une correspondance entre M. Shelby et le personnel administratif suggérant une exclusion intentionnelle, des récits d'instruments trafiqués, de partitions perdues, de salles de répétition verrouillées. Et puis vint la décision. Monsieur Shelby fut renvoyé. Le directeur fut mis en congé administratif en attendant un examen plus approfondi, et le concert de la cour fut officiellement reconnu comme un événement scolaire légitime. De nouvelles politiques furent mises en œuvre. Le processus de sélection pour les vitrines fut restructuré. Le programme artistique fut élargi pour inclure des formes d'expression non traditionnelles. Un fonds fut créé pour soutenir les élèves issus de milieux sous-représentés et Jalen fut invité, officiellement cette fois, à se produire au Gala des Arts de la Jeunesse de la ville. Il refusa. Au lieu de cela, il suggéra une performance de groupe, un medley composé par plusieurs élèves mettant en vedette des musiciens du concert de la cour, qui serait joué sur la pelouse avant de l'école, ouvert au public. Ce fut accepté. Le soir de la représentation, Jalen se tenait sous le mât du drapeau de l'école, violoncelle à la main, et jouait aux côtés de camarades de classe qui avaient autrefois été des étrangers, et de professeurs qui s'étaient autrefois sentis impuissants. La pelouse était bondée de parents, de membres de la communauté, d'anciens élèves. Les caméras tournaient, mais Jalen s'en fichait. Il ne jouait pas pour eux. Il jouait pour sa mère, qui lui avait dit un jour que sa musique parlerait quand sa voix ne le pourrait pas. Pour sa grand-mère, qui était assise au premier rang avec les larmes aux yeux et une couverture sur ses genoux. Pour chaque note jouée dans le noir, chaque répétition tenue dans des placards et des espaces empruntés. Il jouait parce que maintenant le son ne pouvait plus être réduit au silence. Et Riverview Academy écouta. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus. Regardez nos prochaines vidéos pour des histoires encore plus puissantes.都没有人。没有人。
早安，951早安。现在西门很好逛，因为都没有人。谢谢，谢谢啊，小啊。对，这样子画面，这样子的画面跟这样子的画面有什么差别？草原上的兔子，早安。这样子的画面，太亮或太暗之类的。哦，是啊，在那个麦瑞登那边吃。觉得会热。洗澡了，安安，早安。很热。